Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce conseil municipal. Donc, je vais commencer par faire l'appel. Karine Sariquet. Présent. Bernard Morlas-Courtis. Présent. Pour les allumer. Isabelle Antier, procuration à Thierry Cabane. Arnaud Dupuy. Présent. Isabelle Pouy-Domange. Présent. François Minard. Présent. Philippe Prévost. Présent. Christina Anglot, procuration à Evelyne Récapé. Benoît de Prémorel. Ghislaine de Bernard. Présent. Alain Lalard. Présent. Chamboissier Nelly. Présent. Evelyne Récapé. Chapa Manuela, procuration à M. Bernard Morlas. Nora Dutil. Jean-Yves Pouillès. Présent. Jean-Michel Omnes arrivera à 19h. Nicolas Rangois. Présent. Jean-René Colombier, procuration générale à Karine Sariquet. Marie-Ange Mainviel. Présent. Éric Salier. Présent. Valérie Duplat-Jacob, procuration à Marie-Ange Mainviel. Jérôme Carreau. Présent. Laurent Sainte-Cluc. Présent. Frédéric Domergue. Présent. Et Nicolas Benegui. Présent. Parfait, le quorum est atteint, donc on va pouvoir commencer le conseil municipal. Donc, on va désigner une secrétaire de séance. Donc, je vous propose Madame Karine Sariquet, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Premier point, procès verbal de la séance précédente. À ce jour, on n'a pas reçu de remarques. Donc, je vous propose de le passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et merci. Premier point, taux des impôts locaux. Dans le cadre du budget primitif de 2022 de la commune, le conseil municipal doit toujours se prononcer sur les taux d'imposition de la taxe foncier bâti et de la taxe du foncier non bâti. Comme annoncé lors des orientations budgétaires, je propose de maintenir les taux d'imposition de l'année dernière pour 2022, soit concernant le bâti, la taxe foncière du bâti à 28,37, la taxe foncière non bâti à 32,64. Y a-t-il des questions? Monsieur Salier? Oui, une simple question. On connaît le taux des bases? Non. Non, on ne connaît pas encore le taux des bases? Non, pas encore. Non. Je pense Les bases vont augmenter puisque l'inflation a augmenté. On sait que c'est souvent lié un petit peu à l'inflation, mais après on ne sait pas du tout de combien. Pour le moment, on n'a pas d'informations. Oui. Il parle de 3% à peu près? On parle de tout. On est en période électorale, donc on peut parler de tout, on ne sait pas. Voilà, donc plutôt que de dire des bêtises, on va laisser tranquille et attendre. Ok. D'autres questions? Bon, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, merci. Donc le point numéro 2, c'est le point numéro 3. On va changer l'ordre. Donc ça va être l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association EMA, soutien aux Ukrainiens. Donc je laisse la parole à Isabelle Pouy-Domange. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire informe qu'il souhaite soutenir l'action de l'association AEMA en faveur des réfugiés ukrainiens. Il propose donc de verser une subvention exceptionnelle de 2500 €. Avez-vous des questions? Monsieur Benegui. A priori, c'est une subvention que vous leur avez déjà accordée. Non, je ne l'ai pas accordé puisqu'on n'a pas voté. Je leur avais dit que j'allais le proposer en conseil municipal, qu'on allait donner leur subvention classique pour le fonctionnement qui demande de 500 €, mais là, spécifique, puisqu'il y avait une réunion concernant l'aide aux Ukrainiens, qu'on allait voter une subvention exceptionnelle. C'est pour ça, quand on va débattre après sur les attributions des subventions, vous voyez qu'il y a bien exceptionnel de 1500 €. Oui, mais je vous remercie de la formulation parce qu'en fait, il y a eu un amalgame puisque vous êtes intervenu lors de cette soirée en disant que vous alliez leur accorder une subvention. Alors, vous savez qu'on ne peut pas accorder de subvention. Non, tout à fait. En fait, on discuter au conseil municipal. Ouais. En termes de communication, il faut faire attention à ce qu'on dit. Ok. Y a-t-il d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point suivant. Donc, attribution des subventions aux associations.
Madame Sariquet. Dans le cadre du vote du budget 2022, Monsieur le maire propose d'attribuer des subventions aux associations salisiennes pour un montant total de 268 020 €, dont 115 400 € à l'OGEC, forfait communal, selon le tableau qui lui a été joint en annexe. Monsieur le maire précise que les conseillers municipaux étant membres de bureaux d'association ne pourront pas prendre au vote. Avez-vous des questions? Monsieur Carreau. Oui. Nous sommes interpellés pour certains montants de subventions qui sont portés dans le tableau en annexe, qui représente un annexe qui nous est présenté. Nous avons identifié 5. Les montants nous sembleraient pas justes parce qu'en fait, nous avons été amenés à voter des subventions exceptionnelles au cours de l'année. Et il semblerait qu'on ne retrouverait pas les bons montants. Voilà. Donc... Alors, donnez-moi. Ouais, on va essayer de... On en a identifié par exemple les métiers d'antan. Si vous pouvez vérifier le montant que vous avez porté. Salis à peindre, Arenlof, un map, un petit montant, Celle en Seine. Donc par exemple, Salis à peindre et Arenlof, on avait fait une délibération le 11 juin 2021. Oui. Et donc, il semblerait qu'on ne retrouverait pas le bon montant qui soit porté sur ce tableau, ce qui nous amène à dire que le tableau qui nous est présenté, notamment concernant la colonne 2021, ne serait pas juste. D'accord, oui, parce qu'on a omis de mettre les subventions exceptionnelles. Tout à fait. Ouais, elles ont été votées en exceptionnel après. Celle de la case de sottise. Celle de la case de sottise apparaît quand même sur la colonne. Oui. Celle de la case de sottise. D'accord. Oui, oui. Et Pixel aussi, non? Et donc on se retrouve avec un manque de... Ah oui, par rapport au montant. D'accord, au montant de 165 000. Voilà, il nous manque 5 montants en fait qui devraient être apposés sur la colonne 2021. Et de plus, on a la somme totale de 2021 ne correspond pas à l'addition qu'on peut en faire. Oui, mais de ce fait, puisqu'il manque les subventions exceptionnelles. Oui, mais ça ne correspondrait pas quand même. Il y a un problème quelque part. Ouais. Bon, il y a un souci au niveau du logiciel comptable. tableau. Oui, on est arrivé à 163 070. Donc, rien que les montants qui sont apposés sur la colonne, aujourd'hui, on a 165 120. 120. Donc, et, sur le budget et après, sur le budget primitif, on est à 164 220. Donc, il y a encore des incohérences entre le budget primitif et ce tableau. Non, le CA. Non, le CA. Excusez-moi, Le CA. Excusez-moi. On est sur le CA. Sur le CA, et donc il y a des incohérences par rapport à ça. Ok. Bon, on va recontrôler. Hein. Ensuite, des questions? Monsieur Benigui. Oui, donc là, on vote pour un montant de 268 020. Non, c'est 266 520. Oui, parce qu'il y a les 2500 € qui ont été rajoutés de EIMA. C'est pour ça qu'on l'a fait passer avant. D'accord. Donc après, il y a des... moi, je m'interroge toujours sur les critères d'attribution. Oui. Donc je vous remercie d'avoir fait apparaître la demande 2022 comme on en avait parlé l'année dernière. Ça Voilà. permet de situer la demande des différentes associations. Par contre, donc, dans le montant, il y a une colonne montant 2022, et là, on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc, je reviens un petit peu toujours sur les mêmes réflexions, à savoir quels sont les critères d'attribution des subventions. Quand une association demande 7 500 et qu'on lui donne 3 500, est-ce que ça ne va pas pêcher? Est-ce que ça ne va pas manquer? Donc, j'aimerais avoir des explications. La CAS, je vois 18 000 €. Oui. Accorder 10 000, est-ce que ça ne va pas manquer? Non, pas du tout. Voilà, est-ce que Pas du tout. Donc je peux vous répondre pour la case de sottise directement, parce que le dossier je le connais presque par cœur, pour ne pas dire autre chose. Donc il demande 18 000 €. Quand on voit le solde du budget, les résultats qu'il y a et certaines dépenses qui sont affichées, pour n'en citer qu'une, concernant l'acquisition achat pour buvette pour 13 000 €. Vous achetez pour 13 000 €, donc ça veut dire que vous avez bien payé. Donc vous avez rentré ça en stock pour 13 000 €. Et dans les recettes, vous avez 16 000 €. Expliquez-moi, quand on vend pour 13 000 € de buvette, comment on arrive à avoir un résultat que de 16 000, plus 3 000. Au minimum, chaque association arrive à multiplier par 2
l'achat des fournitures de buvettes. Donc on serait plus sur du 26 000 minimum. Donc il y a des choses qui sont un petit peu aberrantes, et surtout que la présentation du budget qui était présentée en communauté des communes et à la commune est complètement différente. Voilà, donc il y a des aberrations, voilà pourquoi on a décidé de rester à 10 000 euros. L'année dernière, c'était une subvention exceptionnelle totale de 13 000 euros. On avait mis 3 000 plus 10 000 euros de subvention exceptionnelle par rapport au fait qu'ils fassent cette manifestation et qu'il y ait un surcoût par rapport à tout ce qui était assurance et sécurisation par rapport à la période de Covid. Je compléterai en disant qu'au-delà de ça, pas pour la cause aux sottises en particulier, mais de façon générale, on regarde le solde de trésorerie, combien ça représente sur le budget annuel, et on regarde aussi sur les années d'avant si les résultats, si les manifestations étaient déficitaires ou pas. Voilà, donc il y a plusieurs éléments qui sont pris en compte, qui prévaut au calcul. C'est pas le critère tel montant demandé, tel montant attribué. C'est toujours en référence à des budgets. C'est ça qui sont soumis. Oui, oui. Que vous prenez vos décisions. Oui, budget et puis aussi manifestation. Manifestation, résultat et ce que rapporte l'événement, quoi. Parce que justification. Il faudrait peut-être regarder pour l'année à venir, par rapport au budget et la demande émanante des associations, qu'est-ce qu'elles envisagent de faire. Bon, on a connu les 2 années où on ne pouvait pas faire les manifestations. Cette année, vraisemblablement, elles peuvent avoir peut-être des ambitions qui les amènent à demander des subventions plus conséquentes. Oui. Mais quand on veut faire quelque chose de plus conséquent, on sait qu'on attend des recettes aussi certaines. Donc il faut quand même faire évoluer ces recettes certaines ou potentielles par rapport à ceux de l'année précédente avec moins d'activité, et ainsi de suite. Oui, mais... Voilà. Il faut que ça aille dans les deux sens. Oui, pas dire on va augmenter la demande de subvention en restant sur des recettes potentielles de l'année dernière données. Tout à fait d'accord, mais par rapport aux manifestations qu'elles veulent faire, oui. Elles doivent faire un budget dédié, oui, tout à fait. Qui leur permet de justifier et de démontrer le montant qu'elles sollicitent auprès de la mais tout à fait, on est d'accord, mais quand vous avez les chiffres qui ne bougent pas, qui ne bougent que d'un côté et pas de l'autre, en disant on va augmenter ceci, on va faire augmenter cela, il faut que ce soit logique dans les deux sens. Le commentaire est une chose, le budget en est un autre aussi. Voilà. Il faut lier les chiffres aux paroles, quoi. Par exemple, comme ça, je note Pixel de 200 € à 5 000 €. Alors, Pixel. Alors, pour être simple, Pixel, donc j'ai reçu à la demande du président et du trésorier, je les ai reçus pour qu'ils me présentent, qu'ils me parlent de leur projet et pourquoi cette demande est importante à ce niveau-là. Donc, ils ont besoin de matériel. Ils relancent leur activité. Le fait que Pixel, pour produire, pour faire des films et ainsi de suite, travaille en relation avec l'association que j'appelle moi toujours la 25e heure, dans laquelle vous faites partie, puisque c'est eux qui visionnent et qui font passer les films. Donc eux, ils ont besoin de matériel. Donc j'ai préféré valider un montant... Donc nous avons, parce que nous avons travaillé ensemble, nous avons préféré valider une subvention de 4 000 € plus une subvention exceptionnelle parce qu'ils font des rencontres le 6, 7 et 8 mai pour 1 000 €. Donc on va leur donner 5 000 € cette année par rapport à ce besoin de matériel qu'ils ont et notamment tout ce qui est numérique. Moi j'ai juste une question. Oui. Quand vous dites, monsieur le maire, on a travaillé, c'est qui travaille autour de ces dossiers-là? C'est possible de le savoir? Tous les adjoints. D'accord. Voilà. Je voudrais réitérer une proposition que j'avais faite l'année dernière, comme ça se passe à la communauté des communes, où les subventions sont discutées par catégorie. Il y a différentes commissions, vous mentionnez les adjoints, il y a différentes commissions que les adjoints représentent. On pourrait tout à fait discuter dans un premier temps du montant des subventions. Après, vous pouvez prendre une décision, mais ça pourrait être discuté de façon plus, je dirais, collective, par rapport à un choix qui est fait déterministe et on ne sait pas d'où ça vient. Oui, la communauté des communes fonctionne de cette façon. Nous, on fonctionne comme on le souhaite, c'est-à-dire une réunion d'adjoints, on y a passé le temps qu'il fallait, c'est-à-dire on y a passé plus de 4 heures à discuter de tous les montants, pourquoi on octroyait, on a pris collégialement les décisions.
Voilà. Et si on doit passer 4 heures pour chaque commission, on ne va pas s'en sortir non plus. Mais bon, la communauté des communes fait d'une certaine façon, nous on fait de la façon qui nous semble la plus juste, tout simplement. Je conforte M. Mélegui, je trouve que c'est une proposition qui est quand même bien. Si on avait pu être associé à ce genre d'éléments, ce serait pas mal. C'est une proposition. Ouais. On peut vous la faire aussi. Oui, mais tout à fait. Mais bon, on n'en tient pas compte, tout simplement. On n'a jamais été associé ultérieurement, donc on continue à travailler de la façon. Justement, M. Mélegui, ce qu'il dit par rapport à la communauté commune, alors je trouve que c'est très bien, c'est un bon comparatif, c'est une bonne comparaison du moins. On est tous associés, donc vous êtes vice-président, M. le maire et Mme Savico aussi, et les élus communautaires aussi voient comment ça se passe à la communauté commune. Ici, c'est un fonctionnement complètement différent, ça vous appartient, vous l'assumez, c'est votre droit, mais on trouve que quand même c'est dommage de ne pas nous associer à ce genre de débat. C'est un choix. Voilà. C'est un choix. Comme on a des choix que l'on fait qui ne correspondent pas aux vôtres, ou ainsi de suite, sur lesquels on n'est pas censé être obligé d'être d'accord chaque fois. Non, ça je ne dis pas le contraire. Je trouve que c'est dommage donc, à Salis de ne pas pouvoir discuter. Notre choix, c'est de se réunir en adjoint, voilà, tout simplement. Bon. Monsieur, pardon. Monsieur le maire. Oui, je ne participerai pas au vote, comme il est indiqué, puisque je fais membre d'une association. Par contre, j'avais une question sur les 7 derniers dossiers pour lesquels on voit apparaître des demandes de subventions et pour lesquels il n'y a pas d'attribution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Est-ce qu'il y a eu... Alors, toutes les subventions qui n'ont pas été versées, par exemple la MAM, les petits marcassins. Voilà, c'est cette dossier. On commence par ça. Oui, donc ils demandaient 4 200 € pour mettre un tapis dans une maison qui loue. Et la MAM, les petits marcassins, est une association qui est rémunérée. Donc, on ne peut pas payer des travaux dans une association chez des privés. Voilà. C'est une activité professionnelle. Ça, c'est la première chose. Charlène et ses amis, elle a demandé 1 000 €. C'est la ville qui nourrit les animaux. Madame Grave, pour ne pas la citer, continue à nourrir des animaux suivant sa propre volonté. Elle ne veut pas nous écouter. On a des endroits réservés pour les animaux, surtout les chats, pour éviter que ça se développe. Elle en fait qu'à sa tête. Elle ne veut pas nous écouter, malgré des lettres qu'elle a reçues. Elle continue à faire ce qu'elle veut. Donc je ne sais pas pourquoi on donnerait à une association qui ne remplit pas les demandes de la commune, puisque nous-mêmes, nous occupons de tous les chats. Oui, c'est nous qui payons les frais vétérinaires. Le comité de jumelage de Salis de Béarn, donc il y avait l'Assemblée générale la semaine dernière. On a validé ensemble qu'il n'y aurait pas de subvention pour la bonne et simple raison que rien ne va être fait cette année par rapport à un discours qu'il y a au niveau du comité de jumelage actuel de Salis et l'ex-comité jumelage de Basse-sur-Mer, sur lequel il y a eu de gros problèmes, notamment au niveau politique. Alors, la Fédération française de la jeunesse et des sports, il n'y avait aucune demande précise, donc on n'allait pas donner 200 € pour donner 200 €. Les Francas, 5 000, donc ils ont demandé 5 000 €, mais ces 5 000 € ne sont pas donnés sous forme de subvention. On ne va pas donner 5 000 € pour faire des manifestations qui ne sont pas précises. Sinon on va passer avec eux une convention sur laquelle on fera suivant l'événement. Je m'explique, ils ont un ludotruck qui va se déplacer et chaque fois qu'il y aura une prestation, la prestation, on va la plafonner à 10 prestations au prix de 500 € l'unité. Donc on va mettre en place un programme avec eux, suivant leur demande, pour valider et on plafonnera à 10 manifestations par an. Voilà pourquoi on n'a pas mis ça sous forme de subvention. D'accord? Ça sera sous forme de prestation. Il y aura une convention établie alors, oui, avec eux. D'accord. Tout à fait. Oui. La porte n'est pas fermée puisqu'on a commencé l'année dernière avec la manifestation qu'il y avait eu au mois d'octobre. Donc on est rentré dans ce sens-là. Ils en ont fait une, je ne veux pas dire de bêtises, à l'annexe du château de Moscou. Ça s'est bien passé. Donc on veut rentrer dans ce système-là. On veut les soutenir, mais pas sous forme de cette façon de virement de subvention. C'est à la prestation. Voilà. Parce qu'on attend toujours un retour de ce qui se fait et du ressenti des enfants qui participent à ces manifestations. Alors, Lunao, je ne me rappelle plus ce que c'était. Pourquoi on n'a pas mis? Attendez, je vais vous le chercher. Bon, et le Secours catholique, c'était juste, il nous demande simplement
pour que les communes continuent à participer, à donner de l'argent simplement sans aucun geste ou sans aucune manifestation sur sa liste ou pour des familles précises. Voilà, tout simplement, seulement qu'il n'y a pas d'action. L'objet de leur demande, c'est poursuite des actions grâce à la générosité des collectivités avec un solde sur un compte courant de 152 331. Donc, qu'on leur donne si on ne leur donne pas 250 €, ça ne va pas changer grand-chose. Et surtout, ce qu'on attend, chaque fois qu'il y a des demandes, il faut être honnête, on attend d'avoir une demande pour quelque chose de précis. Et Lunao, c'est que je l'ai. Personne ne peut m'aider? Ça ne rappelle plus parce que... Non, il ne devait pas y avoir d'action sur la commune. Non, c'est un problème d'action aussi sur la commune. Voilà, on ne donne pas aux associations qui ne participent pas à quelque chose pour la commune de Salis. Donc voilà. Le but de question pour ma culture personnelle. Il y a une ligne village rencontre contemporaine. Quelle est cette association qui demande 5 000 Monsieur €? Salier, vous ne savez pas? Oh, je ne me rappelle pas. Vous avez été élu pendant 12 années et vous ne vous rappelez pas ce que c'est? Justement, il va Ça pas va me se le passer ce week-end, c'est le vrac. L'Aram vrac. D'accord, ok. Voilà, tout le monde, c'est vrai, à force de mettre des sigles, Ouais, le ouais. vrac, l'Aram vrac, le ceci, Voilà. le cela, C'est c'est village rencontre contemporaine. D'accord, merci. Mais voilà, c'est pour ma culture personnelle. Voilà. Ouais, mais pendant 12 ans, qu'est-ce que vous avez fait On l'appelait Non, mais Rambrac. vous avez voté des choses, vous ne savez pas pourquoi. Bon, c'est On bien. l'appelait la Rambrac. Bon. Et autre chose, Reflet de chemin. Pardon? Reflet de chemin, c'est quoi cette association, s'il vous plaît? Alors, Ah, ça par contre. oui, non, mais on a les réponses. Parce que Oui, oui, je pense. Oui. on s'est posé pas mal de questions aussi sur certains. Hein. Alors, pour être simple, je reviens sur l'UNAO, puisque je l'ai. C'est un projet qui est sur un cycle de 3 ans, de 2021 à 2023, qui serait consacré au poète béarnais Léonce Lacoirette. Il n'y a rien d'autre, ça c'est qui nous demande. Par contre, pour nous, ce projet, il est sur un an pour les 100 ans de la mort d'Alcartero, il est porté par l'Orphéon. Voilà pourquoi on n'a rien donné à l'UNAO. Et puis ils ont un solde de compte qui est quand même assez confortable. Alors, moi je cherche maintenant. C'est lequel celui-là? Reflet de chemin. Alors, donc c'est une association qui s'est créée l'année dernière, qui participe au Téléthon, qui a fait une manifestation de la musique, qui a participé à Salis, qui vont participer à Salis à peindre, vont de temps en temps dans les EHPAD. C'est une petite animation musicale. Voilà, tout simplement. Donc, ils ont demandé 300 € pour les aider, il n'y a pas de problème, sachant que c'est pour le bien, pour le Téléthon, pour les personnes Non, âgées mais dans il y a les pas EHPAD, de et souci, ainsi de pas suite. S'il y a un rendu à la commune, il n'y a pas de souci. Oui, non, mais tout à fait. Donc, voilà. Moi, j'ai une autre question. Par rapport à Cheval Nature 64, je vois qu'il y a une attribution de 1000 €. On peut savoir quels sont les critères, parce que je pensais que c'était juste des prestations qu'ils faisaient aux particuliers. Donc, Non, alors là, il lance quelque chose au niveau de l'handicap. Ah. Voilà, c'est dans ce cadre-là, d'accord. tout simplement. C'est pour les aider à porter un peu plus ce projet plus facilement. L'accessibilité pour les enfants, aller au cheval avec un handicap. Voilà. Et c'est en plein développement en plus. Voilà. Mais bon, c'est vrai, c'est une activité. D'autres questions? Bon. Pardon? Alors. François Minard. Bernard Morlas. Non, on va dire que vous votez. On va partir pour aucune. Ah, mais Non, il participe puisqu'on vote Très bien. tous en même temps. Alors, Donc, Frédéric Doumer, Frédéric Bernard Domergue. Morlas, Philippe Prévost et Nicolas Benegui et François Minard ne participent pas au vote. Très bien. Donc, alors ceux qui ont les procurations, qui vont voter, vous levez les mains. Hein. Qui est, Alors, ah oui. Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions.
Alors, Marie-Ange Gemenviel et Duplat Jacob, Laurent Sainte-Cluc, Éric Salier et Caro Jérôme. Merci. Merci. Point suivant, vote du budget, le budget principal. Donc vous avez tous reçu le budget. Donc si vous avez des questions, je suppose que vous en avez. Donc je vous écoute. On va essayer de répondre le mieux possible. Ou vous n'avez pas de questions? On va commencer par les dépenses. Pas de questions sur le budget Si, de... attendez, il faut que je retrouve la ligne. Ah bon, putain. Attendez. On est dans le fonctionnement, hein, pour le moment. Hein, dans le Oui, plan. oui, oui. D'accord. Aux dépenses. Ouais. Voilà, c'est bon. Donc, chapitre 62-32, fêtes et cérémonies. Alors attendez. Il y a une augmentation par rapport au prévisionnel 2021. Mais oui. Mais déjà, il est logique qu'on augmente sérieusement, puisque cette année, on croise les doigts, tout s'ouvre, donc toutes les manifestations s'ouvrent, donc on va commencer à faire des réceptions, Ouais. des cérémonies, il y a des manifestations qui se créent, on a créé un festival d'humour, donc on a mis en avant certaines choses. Il y a le conseil municipal des enfants, qui ont demandé, par exemple, de faire, que je ne dise pas de bêtises, un bal de promo. Donc voilà, on tient compte de toutes ces évolutions et on espère faire de belles manifestations, c'est-à-dire recevoir pas mal de monde, notamment à travers toutes les manifestations et notamment la fête du sel, la piparadaire et tout ça, quoi. Hein. Oui, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Mais, Ouais, tout à fait. Mais je vous l'explique. Donc on essaie de repartir sur un train correct, plus une petite augmentation, puisque les tarifs ont augmenté depuis 2019, puisque les dernières manifestations datent de 2019. Monsieur Benegui. Oui, les frais d'affranchissement 62-61, pourquoi est-ce que ça double? c'est le prix du temps. L'année dernière, il y en avait pour 10 452. Donc, on a tenu compte d'une augmentation. Ça concerne les remises de courrier, la distribution de Salismad et les contrats de relève de courrier, puisque la Poste vient chercher le courrier directement à la mairie. Voilà. Et les timbres ont augmenté aussi. Voilà. Madame Enviel. Le compte en voirie 61 615 231, entretien allée du cimetière. Vous prévoyez d'engazonner d'autres allées? Alors, attendez, Qu'est-ce que- redonnez-moi le compte. 615 231. Et entretien allée du cimetière. Oui. Donc, alors, vous avez vu qu'on est en plein entretien des cimetières, donc on a essayé de les mettre propres. Et là, on est en train de faire un genre de numérotation, c'est-à-dire on va mettre toutes les allées nominées, on va mettre des noms sur chaque allée et on va mettre des plaques à l'entrée de chaque allée par terre avec des numéros. Comme ça, les gens, il y aura un plan à l'entrée de chaque cimetière. Comme ça, les gens ce sera beaucoup plus facile pour eux pour se déplacer, parce que beaucoup de gens se mélangent dans les allées et ainsi de suite. Voilà. Vous allez mettre un numéro ou un nom? Pardon ? Vous allez mettre un numéro ou un nom? Alors, il y aura des noms dans l'allée et des numéros dans les allées. Par exemple, je dis n'importe quoi, hein, les noms, je ne me rappelle plus les noms que l'on veut mettre, mais il y aura par exemple Platane, je dis allée des Platanes, le 10, il est sur l'allée 10, ce sera l'allée Platane. Ensuite, le compte 615-24, bois et forêt. Abattage d'arbres. Vous prévoyez pour cette année 63 000 €. Vous pourriez nous en dire un peu plus? Mais oui, on a fait l'année dernière un constat des arbres qui sont malades, donc il faut les abattre, donc malheureusement, ça va être cette année qu'on va le faire. Et c'est sur quel site? Eh bien, il y a un peu de mosque rose, pas beaucoup, mais surtout le pain de sucre qui est dans un état qui commence à être un petit peu dangereux dans certains endroits. Je voudrais revenir sur le 60-68, il y a deux raisons. Un pour 20 000 €, ça c'est pour
Ah, les attendez. fleurs qu'on dispose, 60-68. C'est autre matière et fourniture. Ah oui, c'est à travers le détail. Ok. Ouais. Là, vous avez un détail. Oui, mais il y avait 12 lignes l'année dernière, il y en a 1 cette année. Donc pourquoi je me rappelle que dans le plan socialiste, il y avait des serres, Oui. des serres municipales. Donc là, c'est quoi? C'est des fleurs qu'on achète, c'est ça? Oui, on les achète chez Sainte-Marie. Plus, avec tout ce qui se passe sur certains vols de fleurs, massacrage de jardinières, de ceci, de cela, on est obligé malheureusement d'augmenter cette ligne. J'y reviendrai tout à l'heure quand même là-dessus. C'est quelque chose qui pourrait être fait en régie. Pardon? Quelque chose qui pourrait être fait en régie, comme ça l'été, avec les serres. Mais ça avait été fait il y a pas mal d'années, et le rapport il a été vite fait, c'était plus coûteux qu'autre chose, et les employés municipaux qui étaient au CER n'étaient pas sur le terrain pour nettoyer la ville, et ainsi de suite, ou les fleurir. Voilà. Et ça revient moins cher de faire travailler un prestataire. Comme ça, les jardiniers ont le temps de, eux, poser les fleurs dans les jardins, et ainsi de suite, et embellir notre ville. Monsieur Salier. Non. Ah bon, pardon. Non, pour le fonctionnement, pour la dépense, ça me va. C'est bon? Oui. Ok. Concernant la section dans les recettes, non? Autrement, Oui, dans les recettes, au chapitre 77, la ligne 77-18, vous pouvez m'expliquer cette somme, autre produit exceptionnel, 450 000 euros? alors, on attend toujours, quand on avait parlé des orientations budgétaires, on avait souligné qu'il nous manquait 450 000 euros qui devaient arriver. Voilà, c'est ce qu'on attend des assurances. D'accord. Voilà. Ok. C'est la fin de gestion des assurances. D'accord. Revenu d'immeuble, donc vous l'avez dans le 752. Donc il y a les loyers plus les locations qu'on espère à 10 000 euros pour les salles. Vous avez dans le détail, hein, monsieur Benegui. 752, en haut de la page. Vous avez 140 000 de loyer et location 10 000 euros. On a pas mal de demandes qui commencent à arriver concernant les salles. Pardon, monsieur le maire, le compte honoraire 6226, études de faisabilité ancienne crèche, 800 euros, vous prévoyez quelque chose? Oui, alors, donc là, on va faire une étude de faisabilité pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce bâtiment par rapport à la situation disons, à l'état général dans lequel il est. Voilà, on sait qu'il y aura des travaux, donc on va d'abord voir qu'est-ce qu'on peut faire, si on peut faire 2 parties, si on peut diviser cette ancienne crèche en 2 parties. Voilà, autrement, après, on a l'intention, oui, de faire une partie, la maison des jeunes, et la première partie, le marché des producteurs, pour être clair. Voilà. Mais il faut d'abord passer par cette étude de faisabilité pour pouvoir, après... bonjour, monsieur Omnes, 19h05. Donc voilà, on va d'abord faire cette étude de faisabilité pour voir l'état, pour pouvoir après prendre des décisions d'orientation. C'est bon sur les recettes? On va passer à la section d'investissement. Alors, je vous écoute. Donc, dans les dépenses en investissement, opération 325, bâtiments communaux, il y a marqué 2313, construction. Vous pouvez nous expliquer cette ligne 302 600? Alors, bâtiments communaux, la ligne. La ligne opération 325, 2313. Ok. Alors, ça concerne la sécurisation de la maison qui est à côté, EGAS, Ah, je m'en doutais. Ouais. sur lequel on est en train de travailler très sérieusement avec Petite Ville de Demain, mais aussi avec le département pour voir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire. La démolition va coûter très très cher. Ouais. Et surtout, c'est qu'il y a un fort risque d'amener le bâtiment qui est à côté.
Et si on amène le bâtiment qui est à côté avec, on risque d'amener celui qui est derrière, quand on reprend la petite rue sur le côté. Donc je suis en train de discuter avec la propriétaire de la maison à côté de la maison GAS pour essayer de faire visiter, de rentrer dedans pour voir comment sont les murs intérieurs. Voilà. Donc on a mis 300 000 €, mais si tout se fait, on aura des dépenses imprévues là-dessus. Ça va monter très fortement. Oui, il y a toujours des surprises. Hein. Malheureusement. Ouais, malheureusement, oui. Ouais, vous ne savez pas à peu près la destination de cette... Pour le moment, non. On le rentre dans le programme de Petite Ville de demain, sur lequel on est sur de la revitalisation du centre-bourg. Alors, sous quelle forme on a plusieurs orientations. Ça peut être en rez-de-chaussée, partie commerce, au-dessus de l'étage. On ira sur du R2, R3 grand maximum, pour rester sur la même lignée des bâtiments. Mais pour le moment, on ne sait pas, ça peut être des commerces, des garages, on ne sait pas du tout. Ou carrément un espace verdoyant, on ne sait pas. Oui. Suivant comment le résultat de l'analyse qui va être faite par des cabinets extérieurs va donner ce résultat-là. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Monsieur Benegui? Juste au-dessus, la 21318, 189 150 €. Alors, parce que moi, j'ai pas le même. Alors, ici, autre bâtiment public. Alors, donc, il y a les travaux concernant le local des festivités suite aux inondations. Le sinistre de la maison La Couture qui est juste là derrière. Nous avons le 10 rue des Puits-Salants, qui était un petit studio que l'on veut aménager en commerce éphémère. L'étanchéité de la terrasse du château de Mosqueros. La mise aux normes d'établissements recevant du public, parce qu'on a beaucoup d'endroits où on reçoit du public et ce n'est pas aux normes. Réglementation sur concernant l'amiante aussi. Il y a des bâtiments qui ont de l'amiante. Les normes, mettre les WC publics de Mosqueros aux normes. Voilà. Après, à l'immeuble Teuf, mettre du double vitrage concernant un appartement qui a besoin. Voilà. Et après, des petites rénovations et l'entretien, les travaux au CTM, au centre technique municipal. Dans 23-13, toujours juste au-dessus, les 50 000 €, ça c'est pour le skatepark. Oui, et le City Stade. Alors ça, c'est à la demande du conseil municipal des enfants, qui nous ont fait des demandes et des propositions d'aménagement par rapport à leurs souhaits. Donc ils ont discuté, ils ont mis donc on a mis un montant par rapport à leur demande. Philippe Prévost va en parler un peu plus, ou Arnaud Dupuy, voilà, sur l'un sur l'autre. Oui, ou les deux. Oui, on fera à double voix. Effectivement, lors de la commission éducation, quand on a souhaité créer ce conseil municipal des jeunes, on s'est posé la question, je ne sais pas si vous vous en souvenez, est-ce qu'on attribue une somme, et en ce cas-là, on fixait déjà une limite aux élèves, ou alors est-ce qu'effectivement, on ne fixait pas de somme et on attendait les projets? La commission éducation avait décidé plutôt de ne pas attribuer de somme pour ne pas limiter la créativité des élèves et leurs propositions, des jeunes, excusez-moi, des jeunes. Et donc, c'est ce qui a été choisi. Et suite à leur proposition donc en conseil municipal, eh bien, ils ont souhaité effectivement, mais ça Arnaud en parlera, l'amélioration du CIDIPA, entre autres. Et donc, on a budgétisé cette somme. Voilà, tout simplement. C'était pour ne pas freiner la créativité, leur dire vous avez 2000, vous avez 3000, et ils devaient rentrer dans une enveloppe, non, partir de leurs souhaits, voir si c'était possible, et mettre le budget. C'est pour ça qu'on a mis du budget, la cérémonie est faite, comme on met du budget là-dessus par rapport à l'aménagement qu'ils souhaitent. On essaie de répondre au maximum à leurs souhaits. Oui, monsieur Salier. Oui, une dernière pour moi, personnellement. Matériel de transport, je vois qu'il y a 143 000 € qui a été programmé. Pour vous expliquer. Alors, opération 169, pardon. Mais on a une épareuse qui commence à dater. Oui. Voilà. Donc, il faut investir dedans. Okay. C'est que pour l'épareuse? Hein? C'est que pour l'épareuse? C'est pour l'épareuse. D'accord. La totalité du matériel ou l'un ou l'autre?
normalement la totalité. On va essayer de faire tout rentrer dans la totalité. D'accord. L'opération, pardon, monsieur le maire, l'opération 192, jardin public, que comptez-vous faire? Est-ce que vous, à l'intérieur des travaux, il est prévu le kiosque? Est-ce que vous gardez toujours le mini-golf? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Mais tu veux répondre, Arnaud? Je vais laisser la parole à Arnaud, puisqu'on y travaille dessus. Alors effectivement, l'opération 192 jardin public, c'est effectivement une des opérations majeures qui va nous occuper sur 2022 et 2023, qui est donc la réfection ou la requalification du jardin public en tant que tel, c'est-à-dire l'espace principalement, tout l'espace vert et le grand espace qui est devant les thermes, ainsi que est associé à la requalification du parking Grand Air de l'autre côté, où on espère optimiser le nombre de places et puis désimperméabiliser un peu le sol. Donc, pour faire ce projet-là, on a fait appel à des concepteurs de projets. On avait lancé un appel d'offres à maîtrise d'œuvre ce début d'année pour trouver un concepteur d'aménagement public qui va réaliser le projet. Et donc, il a été désigné ce début de mois. C'est l'entreprise Woodstock Paysage qui a été retenue pour faire cette opération. Donc là, on attaque, les premières réunions de travail vont démarrer cette fin de mois d'avril et début mai. Et à ce jour, pour répondre concrètement à vos questions, on n'a pas encore le détail du projet. Enfin, on a quelques pistes, mais on n'a pas encore arrêter complètement sur l'histoire du mini-golf, sur certaines choses comme ça. On n'a pas ce qui est sûr et l'esprit du projet, c'est une mise en valeur de l'espace public et du patrimoine culturel et du patrimoine architectural qui est présent sur le site, et patrimoine paysager aussi qui est présent sur le site. Donc, il n'est pas question de changer les choses. Donc le kiosque, bien évidemment, qui ne sera pas remis en cause et qui restera. Non, oui, mais ça se passe. Oui. Oui, bien sûr. Mais sur la partie du mini... Non, le kiosque il n'est pas abîmé. Il n'est pas abîmé. Oui, mais non, pas abîmé, il a besoin d'une rénovation. Il a besoin de peinture. De peinture. Autrement, il est sain. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il est prévu de Dans le cadre de cette opération-là, il n'est pas prévu d'intervention sur le kiosque, d'intervention lourde. Ou alors ça serait vraiment très, très, très minime. Après, on attend... Oui, éventuellement la peinture. Après, on attend quand même la position du concepteur. Si on a fait appel à des architectes, à des paysagistes professionnels, c'est eux aussi pour qu'ils nous apportent leur regard et on finalisera le programme sur le kiosque à l'issue de leur diagnostic. Mais c'est pas notre priorité. À la base, on est plutôt parti pour le garder en l'état, éventuellement repeindre un petit peu certaines parties, c'est tout. Ouais, pour être simple, je vais apporter un petit peu plus de précision. Le kiosque, on ne l'a pas rentré dans le projet, parce qu'autrement, si on avait rentré dans le projet, on passait avec les bâtiments de France. Donc, il fallait avoir des délais beaucoup plus longs, et comme on veut que le jardin public soit mis en avant pour l'ouverture de France Terme à la saison prochaine, c'est-à-dire fin mars, début avril 2023, on a exclu le kiosque, on fera ça en opération particulière, voilà. Et le kiosque aura de l'aménagement. Oui. Après, sur la partie mini-golf, on travaillera aussi avec le conseil municipal des enfants aussi justement sur cette partie-là, parce que c'est un lieu qu'on veut garder ludique, mais effectivement, peut-être que le mini-golf, il a vécu et qu'il ne sera pas conservé. Voilà. Il ne sera peut-être pas conservé. Mais la décision n'est pas encore prise, mais il est probable qu'il ne soit pas conservé. Non. Voilà, j'ai la réponse. Il est question sur les recettes. On peut attaquer les recettes? Ah oui, comme vous voulez. La première ligne 024, produits de cession immobilière, Villa 5 Villy, 230 000. Vous avez un acquéreur? Alors,
Depuis l'année dernière, nous travaillons avec l'Office 64, Oui, oui. à qui on a fait la proposition, si vous voulez l'acheter. Donc, ils nous ont fait une présentation de la réhabilitation de cet immeuble avec des appartements, 7 appartements. Mais à l'heure actuelle, ils disent que ces appartements ne seront pas rentables. Donc, il faudrait qu'on leur cède à l'euro symbolique, c'est-à-dire à 0. Il est hors de question. L'année dernière, ce bien valait, disons, il avait été estimé en 2020 à 260 000 euros. Donc on a refait une estimation des domaines. Aujourd'hui, il est à 230 000. D'accord. On ne désespère pas d'avoir éventuellement un investisseur privé qui ferait des appartements et qui là pourrait faire autre chose. Donc c'est par rapport à une estimation que vous avez Tout à fait. D'accord. C'est pour ça qu'il peut être vendu comme... Oui, comme l'opération ne peut pas être faite aussi. Ça se fera pas. On travaille avec l'Office 64 dessus. Ils sont intéressés, mais ils veulent qu'on lâche, on ne lâchera pas. Oui, à l'euro symbolique. Oui, non, mais tout à fait. Ça, ils peuvent être intéressés, oui. Là. Exactement. Il y en aurait d'autres qui seraient intéressés, même à 150 000 euros. Là. Et là, voilà. Monsieur Benegui. Sur les 75 000 euros dédiés aux caméras, oui. Vous estimez pouvoir avoir une subvention de 47 000 euros. Oui. Alors, je vais vous expliquer. Parce que j'attendais les caméras. Hein. Donc, même si vous n'en avez pas parlé, j'en aurais parlé. Donc, les caméras de vidéo, je dis bien protection. Un diagnostic et des préconisations ont été effectués par 2 gendarmes, habilités et spécialistes de la vidéoprotection. La vidéoprotection est bien différente de la vidéosurveillance. Pardon ? Non, alors je vais vous l'expliquer et vous allez arrêter de dire des bêtises à travers les réseaux et ainsi de suite. Certains sont fiers d'annoncer que Salis... Je ne vous insulte pas, monsieur Benegui, mais je vous dis que c'est une bêtise de dire ça, tout simplement. C'est une erreur, alors. Je dis, bon, c'est pas une bêtise, c'est une erreur de votre part. Donc certains sont fiers d'annoncer que Salis sera une ville où il y aura le plus de caméras par habitant, mais oublient volontairement d'apporter des explications. Donc, je vais le faire. Toutes les villes qui ont été citées sont en vidéosurveillance avec des caméras qui sont pilotées par des personnes habilitées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des angles pour certaines qui peuvent aller jusqu'à 360 degrés. Cette précision était nécessaire et importante. Le coût de ces caméras est loin d'être le même que celle que nous souhaitons installer. Je ne vous parle pas du coût personnel qui est derrière pour piloter tout ça, puisqu'ils sont 24 heures sur 24 dessus. Maintenant, moi, je ne parler que de la vidéoprotection de Salis, qui concerne que notre ville. Les caméras, chez nous, sont avec une prise de vue fixe. Elles sont un axe, elles ne bougent pas. Les autres, sur lesquels il y a ceux qui jouent avec les joysticks, ça tourne dans tous les sens. D'où la nécessité d'en mettre plusieurs au même endroit pour caler tous les points, qu'il n'y ait pas de points morts. Les images ne sont visionnées que sur réquisition de la gendarmerie. Donc cela veut bien dire qu'il faut une plainte. Il faut que cette plainte soit déposée pour pouvoir visionner ces caméras, ces images. À l'heure actuelle, à Salis, seulement 2 personnes sont habilitées à donner ces images aux gendarmes. En ce qui concerne le prix, là aussi, beaucoup d'informations n'ont pas été données, voire oubliées volontairement. L'investissement de 150 000 sur les 2 exercices, soit 75 000 euros en 2022 et la même chose en 2023. De plus, cet investissement est subventionné à hauteur de 80% du montant hors taxe. Et nous avons un retour, qu'il ne faut pas oublier, de TVA sous 2 ans. Donc j'aime bien que les choses soient claires. Donc voici un coût maximum pour une année. Sur l'investissement de 75 000, je vous le fais à la louche, hein. Le hors taxe, 62 500. Donc si on prend les subventions, on est à 50 000 euros. Soit un delta 75 moins 50, ça fait 25. Donc 12 500 euros de TVA qu'on récupérera 2 ans après, soit 10 252 euros. Donc si on fait bien toutes les opérations, il nous reste 25 000 euros à payer, moins les 10 250 qu'on va récupérer, ça fait 14 740 euros pour 75 000 euros d'investissement de caméras qui coûtent à la commune. Donc on va multiplier ça par 2, ça fait 30 000 euros
toutes les caméras et le centre-bourg de Saly sera protégé pour moins de 30 000 euros. Et pour moi, j'estime que c'est une très bonne chose. Vous avez parlé aussi qu'il fallait un éducateur de rue. Cela veut dire que c'est vous, et c'est vous qui le dites, que c'est les jeunes qui font d'emploi d'un éducateur de rue, plutôt que des caméras. Sauf, pour un éducateur de rue, ce sont les jeunes qui sont concernés. Un éducateur de rue travaille 35 heures par semaine. Il termine sa journée vers 17h30. Il ne travaille pas le samedi, ni le dimanche, et a droit à des congés. Son coût est d'environ 28 000 euros. Je vous laisse calculer. Mais surtout, il n'y a pas que les jeunes qui font des incivilités. Je vais vous en citer une simple. Nous avons fini d'embellir le tour de la salle Jean Monnet, la rotonde et le cinéma. Nous avions fini les plantations le vendredi soir. Le lendemain matin, lors de la visite des portes ouvertes du cinéma et de la rotonde, quelle a été notre surprise? On nous avait enlevé des arbres, des érables japonais, toutes pleines de plantations, au total 9, pour un montant de 1 000 euros. Ne me dites pas quand même que c'est les jeunes qui ont volé ces arbustes, parce que le choix, il a été vite fait. Les gens ne se sont pas trompés, ce qu'ils ont pris, ils ne se sont pas trompés. C'est pour les mettre quelque part, dans un jardin. Et jusqu'à preuve du contraire, les jeunes, à part leur voiture et vivre chez leurs parents, voir un appartement, je ne vois pas ce qu'ils feraient avec des plantations. Donc, il va falloir arrêter aussi de dire que c'est les jeunes et qu'il faut des éducateurs de rue pour les jeunes. Là, je pense que c'est plus des éducateurs pour adultes qu'il faudrait aussi. Donc, il va falloir être simple et de dire... Et est-ce que vous savez aussi ce qui s'est passé le soir des élections ici? Le soir des élections, on a une jardinière. Donc voilà la photo. Elle a été massacrée entre 9h15, entre 21h15 et 22h30 par des individus qui se sont fait un plaisir de tout arracher. Il y en a pour plus de 200 euros. Moi, ce qui me gêne, c'est cette agressivité qu'il y a à se battre sur des pauvres fleurs, mais aussi le travail qui a été fait par le personnel communal, qui s'investit dans ces tâches, à essayer de travailler ces fleurs, c'est ceci, c'est cela, pour rendre notre ville de plus en plus jolie. Et ça, c'est catastrophique. Et qu'est-ce qui s'est passé un peu plus loin dans la nuit? Ceci, mettre des poubelles, mettre le feu auprès des poubelles. Vous trouvez ça normal? Voilà pourquoi la nécessité des caméras est là. Ça implique qu'il va falloir les mettre. Donc, pour ces incivilités, là, vous avez même un autre sac dans une poubelle. Le feu a été mis. Donc, chaque fois qu'il y a ces incivilités, nous allons porter plainte à la gendarmerie. Et les dépenses reviennent toujours, malheureusement, à la commune, faute de caméras pour pouvoir, puisqu'on n'arrive pas à savoir qui c'est. Donc, je vous confirme bien que les caméras seront installées durant les 2 années qui suivent, cette année plus la prochaine. Et pour moi, le débat est clos, les caméras vont se faire. Il n'y a pas eu de débat. Donc, je vous dis que le débat, il est clos. Ça ne sert à rien de parler de caméras, demander participation, ceci, cela. Les caméras, on n'a eu que des félicitations sur les caméras qu'il y a autour de la mairie. Donc, il faut arrêter et éviter, et si on peut aller les poser le plus rapidement possible, mais je vais faire un appel à concurrence parce que les prix de 75 000, ça va descendre, il ne faut pas s'affoler. Donc, on va mettre les caméras sur 2 années. Voilà. Monsieur Sainte-Cluc. Monsieur le maire, bon, ça c'est votre vision, vous l'avez partagée sûrement avec votre équipe. Moi je trouve regrettable encore, c'est qu'en commission sécurité avec monsieur Minard, on ne l'a jamais évoqué, donc c'est un choix que vous avez fait avec vos adjoints, je suppose. On n'a jamais travaillé, monsieur Minard, dites pas qu'on n'a jamais travaillé ce sujet-là, on n'a jamais projeté. Donc on est au courant de rien, plan d'installation, plan de financement, on nous le présente, c'est déjà pas mal, c'est déjà un minimum. Et ce que je trouve regrettable, c'est qu'il n'y ait pas un travail de vision globale sur ce sujet-là, et ce qu'on n'ait pas partagé encore une fois, qu'on n'ait pas été associé à ce projet-là. Comme je l'ai exprimé, nous on n'était pas contre la vidéoprotection, je l'ai toujours dit. Vous l'avez dans votre programme. Je peux parler, monsieur le maire, merci. Oui, je vous en prie. Donc je l'ai bien présenté dans ce sens-là, qu'il y avait des sites qu'on protégeait, mais qu'on aurait aimé être associé à ce projet-là. Vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez, et nous, notre rôle, c'est de demander du débat autour de ça. D'accord? Je pense que c'est la moindre des choses. Vous imposez les choses, c'est votre choix, c'est votre autorité, parce que vous parlez beaucoup d'autorité.
c'est votre choix, mais je ne la partage pas du tout, monsieur le maire. Oui. Et je parle aux adjoints aussi. Je ne la partage pas du tout. Je ne partage pas du tout vos méthodes, qui me semblent archaïques, franchement. C'est ma vision, c'est ma sensibilité. Et je trouve dommageable qu'on ne soit pas associés. Ce n'est pas peine de faire des commissions de sécurité pour blablater pour rien. Autant ne pas venir, autant nous dire de ne pas venir en commission de sécurité. Je parle à M. Mignard, je ne parlerai pas de toutes les commissions, je parle bien de la commission de sécurité. À un moment donné, ce n'est pas honnête vis-à-vis de nous aussi, de nous faire croire qu'il y a des choses qui peuvent se faire et qui ne se font pas. Alors, voilà, c'est mon point de vue, je vous le partage parce qu'à un moment donné, c'est quand même regrettable. On n'est pas dans le sens de l'attaque, on est toujours dans le sens de la communication. Je pense qu'avec les adjoints ici, certains conseillers municipaux, on arrive à discuter, et tant mieux, et monsieur le maire aussi, ce que je souhaite, et c'est dommage qu'on ne puisse pas avancer ensemble, parce que c'est un projet quand même important, c'est un projet clivant, c'est un projet qui demande de prendre du temps, à mon avis, d'être discuté, d'être partagé, et d'être construit. Et aujourd'hui, ce projet ne semble pas construit, étant donné qu'on ne l'a pas partagé. Alors, on n'est pas associé à ça. J'ai commencé mon intervention en disant diagnostic et préconisation faites par 2 gendarmes qui sont habilités. J'ai le rapport là, j'ai le rapport ici, M. Sainte-Cluc, sur lequel, quand on prend la première page... C'est dommage que ce rapport n'est pas en commission. Attendez, je vais aller au bout des choses. Il y a un mot, un grand avertissement. Et à l'intérieur, ce diagnostic revêt un caractère strictement confidentiel. Son récipiendaire, en est le garant. Donc à partir de là, c'est confidentiel. On ne va pas vous mettre tout ce qu'il y a. Même les élus de la majorité ne sont pas au courant de tout ce qu'il y a. Il y a un diagnostic qui a été fait. On a validé le principe de protéger tous les bâtiments et le centre-ville de Salis. Donc à partir de là, on s'est basé sur un travail qui a été fait par des professionnels, des hommes assermentés, Monsieur Sainte-Cluc, des hommes assermentés, qui sont venus 6-7 fois à Salis pour bien faire le tour, tout seuls, sans qu'on soit au courant. Ils sont venus, ils sont revenus plusieurs fois, ils ont fait le tour avec M. Minard, ils ont discuté de tout plein de choses. Tout a été fait dans les règles de l'art. Voilà. Au niveau sécurité, on ne peut pas faire n'importe quoi. Comme je vous ai dit dans ce que j'ai annoncé tout à l'heure, seules 2 personnes sont habilitées à visionner que sur réquisition. C'est un dossier hypersensible dans lequel, malheureusement, on ne peut pas associer tout le monde. Un peu, c'est tout. Voilà. Un peu dommage, c'est que ce soit la commune qui soit obligée de supporter ces sensibilités. Moi, ce que je trouve regrettable, mais on ne va pas faire de la politique de haut niveau, c'est qu'à un moment donné, on se décharge sur les collectivités, tout simplement, et c'est bien facile. Et à la gendarmerie aujourd'hui, donc les effectifs diminuent, on le sait très bien. On suit des directives de la préfecture, et on s'arrête là. Et je trouve ça regrettable, justement, que ce débat n'ait pas lieu, justement, pour pouvoir en discuter. Parce qu'aujourd'hui, on suit des directives préfectorales. Quel débat? Mais le débat autour de la mise en place des caméras. Que les gendarmes diminuent. C'est pas un débat, c'est un subi. On est un subi. Donc il faut leur donner, en même temps, nous, on protège notre commune, et ça leur donne matière à engager des réquisitions pour essayer de voir systématiquement si on peut trouver les délinquants qui ont fait certaines choses. Donc si on n'a pas les caméras, on n'avancera pas. Écoutez, ma crainte un seul dossier, M. Sainte-Cluc, qui s'est passé à Jurançon, la semaine dernière. Il y a eu une bagarre générale grâce aux caméras de protection, suite à réquisition. Ils ont pu voir les gars qui ont fait la risque. D'accord? Donc, ce n'est pas... Il n'y avait pas quelqu'un derrière la caméra. Ils ont fait une perquisition, ils ont visionné et ils ont trouvé les individus. Et aujourd'hui, ces individus vont être condamnés. À partir de là, et depuis, en plus, la commune de Jurançon a décidé d'augmenter ses caméras. Parce qu'ils ont trouvé là vraiment une réponse à certains problèmes. Et moi, depuis qu'on a installé les 6 caméras, même avant qu'elles soient branchées, qu'on ait l'autorisation et qu'elles soient branchées, il n'y a plus de bazar autour de la place du Baya le soir, et même la nuit. Donc, voilà. Mais j'ai jamais dit le contraire. Hein. Non, mais... J'ai jamais dit le contraire. Mais je vous dis que les caméras sont nécessaires à la commune de Salis. Ma crainte aujourd'hui, c'est que par rapport à ce système, c'est pour ça, bon, on peut débattre, on est un conseil municipal, on peut en débattre quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, ma crainte, est-ce que la gendarmerie se décharge aujourd'hui sur le fait qu'il y ait des caméras en centre-ville? Et c'est la crainte qui arrive un peu partout. Alors, non. C'est que les rondes,
que faisaient avant les gendarmes, justement, soit diminué, qu'on ait moins d'effectifs dans les gendarmeries, parce que c'est une forme de relais matériel et pas humain qui permet de dire à la gendarmerie aujourd'hui, je me décharge de certaines choses. Ça, c'est une évidence. C'est le questionnement qu'on a aujourd'hui par rapport à tout ça. Monsieur Sédeclu, vous auriez été dimanche soir à 22h30 en ville, vous auriez vu que les gendarmes passaient en ville. Non, c'est une question. Je vous le dis. Ce n'est pas une affirmation que je vous donne, c'est une question. Ils continuent à faire les rondes sans aucun problème. Après, j'espère que ça va continuer. Ils ont un secteur qui est vaste, c'est pas notre discussion, notre pouvoir. Ils vont sur Sauveterre, Puyot et Salis. Donc quand ils sont à Puyot, ils ne peuvent pas être ni à Sauveterre ni à Salis, mais dites-vous qu'ils font les tournées sans aucun problème. J'espère que ça sera conservé. C'est tout ce que je souhaite. Moi, en tout cas, oui, normalement, il n'y a pas de problème. Parce qu'on sait très bien que le service public aujourd'hui, notamment la gendarmerie, en ce moment, c'est un peu compliqué pour eux. On le sait très bien, en discutant avec les gendarmes, ils ont des territoires de plus en plus grands, de moins en moins d'effectifs. Donc, encore, je trouve qu'on demande un relais. On a réussi à récupérer 2 de plus. Voilà, en insistant, il faut insister. Donc c'est aller pousser les commandants à Orthez, d'Orthez à Pau pour avoir du personnel. On a réussi à en récupérer 2 de plus. Voilà. On a 2 personnels de plus à la brigade de Salis de Berne. C'est le travail du rôle de maire, c'est ce que je fais. Je me bats tous les jours, pas tous les jours, mais très souvent, pour essayer d'avoir un peu plus de gendarmes à Salis. Voilà. Et pour le moment, on me répond favorablement. Parce que moi aussi, je vais dans leur sens. En demandant, quand ils nous demandent des caméras, on va les mettre. Donc c'est un travail, c'est une collaboration qu'il y a entre la mairie, les élus et la gendarmerie. Monsieur Prévost ? Oui, en complément de tout ça, moi je vais parler de l'éducation bien sûr, et le prochain dossier qu'on traitera à la commission éducation, et je vous rejoins Monsieur Benegui, c'est à un moment donné, on a parlé tout à l'heure dans le budget primitif, la création d'un local jeune. Mais d'abord, il y aura un diagnostic qui sera fait. Ensuite, on va aller voir comment ça se passe dans d'autres villes, ce local jeune, pour ensemble, j'ai bien ensemble, la commission éducation, réfléchir à ce local jeune, à cette éducation que l'on peut faire en amont. Le conseil municipal des jeunes aussi, dans sa première réunion, a proposé près de 50 mesures, y compris de respect, etc. Et donc, ça viendra en complément. Donc, il y aura effectivement une éducation qui sera apportée par des éducateurs spécialisés, par des intervenants, par des médiateurs, peu importe, ça c'est la commission éducation qui va définir un cahier des charges que l'on fera ensemble et qui viendra en complément. C'est-à-dire que la sécurité, elle passe aussi avant tout par une éducation dès le plus jeune âge qui doit se faire chez les parents, bien évidemment, dans le cercle familial, l'éducation dans le cercle familial, et après prolonger à l'école primaire, au collège, et aussi dans la ville, hors temps scolaire, sur le hors temps scolaire, et la commission éducation travaillera sur ce projet-là en toute transparence pour voir quelle est la meilleure solution, comment il faut faire, est-ce qu'il faut accueillir le soir, tous les soirs, pendant les vacances, ça on définira le week-end, par qui, comment, en autonomie, pas en autonomie, voilà, mais ça c'est le travail que l'on fera, qui est aussi ce travail d'éducation aussi, ce qui me paraît important. J'espère qu'on sera associé, M. Prévost, comme d'habitude. Ah ben vous y serez, vous y êtes, alors il n'y a pas de souci. Sachant que les problèmes, on les connaît, c'est identifié au plus jeune âge, et c'est là qu'il faut travailler. Ça fait partie d'un projet global, ce que je dis souvent. D'accord ? Donc c'est évident pour nous que ces jeunes identifiés dans notre commune, il faut pouvoir faire un travail derrière qui permet justement d'éviter de faire que des pansements et de faire un travail de fond. Donc on le partagera en commission, et ça me va très bien. D'autres questions? Donc on va passer au vote du budget principal. Qui est contre? Alors, Marie, je m'aime bien. Madame Duplat-Jacob, Monsieur Sainte-Cluc, Monsieur Benegui, Monsieur Domer, Monsieur Carreau et Monsieur Salier. Qui s'abstient? Eh bien, merci. Vote du budget primitif concernant l'annexe assainissement. Monsieur Arnaud Dupoy. Merci, Monsieur le maire. Donc, le budget assainissement 2022, donc vous avez reçu l'annexe numéro 2. Un budget d'assainissement qui s'équilibre en fonctionnement sur le montant de 174 480 et sur la partie d'investissement qui s'équilibre à 503 292,06.
Donc vous avez le détail, si vous voulez, si vous avez des questions, je peux y répondre, sachant qu'on reprend les chiffres qu'on avait vus un peu en orientation budgétaire, et que le poste principal que l'on retrouve dans les dépenses d'investissement, ce sera l'étude du schéma directeur des eaux usées en vue de la future réhabilitation de la station d'épuration. Si vous avez des questions. Oui. Vous mettez 140 000 € pour le schéma directeur? Oui. L'étude? Oui. Alors, il n'y a pas loin, on sera plutôt sur une somme globale de 180 à 200 000 €. Mais si vous avez fait attention dans le budget principal de la voirie, dans le budget principal de la commune, au poste voirie, il y a une étude provisionnée pour 40 000 €, puisque comme je vous avais dit la dernière fois, on va mener de front le schéma directeur d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. Mais la partie eaux pluviales, elle est de la compétence de la commune, donc elle intervient sur le budget de la commune. Et la partie eaux usées, elle intervient sur le budget d'assainissement. Donc c'est pour ça qu'il y a deux lignes qui se complètent, l'une sur le budget principal de la commune et l'autre sur le budget d'assainissement. D'accord. Et donc sur ces dépenses-là, sur ces 140 000 €, si vous le voyez en recettes d'investissement, on en récupère 120 000 € puisqu'on est aidé à 80% sur ce poste-là, à 50% par l'agence de l'eau à Dour-Garonne et à 30% par le département. C'est ce qu'on avait évoqué lors des orientations budgétaires également. Oui, M. Wetingui. Oui, le remplacement du dégrilleur d'entrée, ça suffit pour mettre la station Non. La station, elle sera aux normes que le jour où le schéma directeur sera fixé et où on aura répondu à toutes les prescriptions du futur schéma directeur. Là, ce dégrilleur d'entrée, bon, il améliorera un tout petit peu les choses. On s'était engagé à le faire précédemment. Et malheureusement, c'est effectivement une dépense qui va nous permettre d'améliorer un petit peu les choses pour les 2 ou 3 prochaines années en attendant qu'une décision plus pérenne soit prise. Mais bon, on s'était engagé à le faire et il faut le faire. Donc c'est... Ça veut dire que cette année encore, on n'aura pas une station Ah non. C'est ce qu'on avait déjà évoqué, ça. Il y a une projection planning déjà qui existe par rapport à ça? Ah ben nous on a un objectif qu'on s'est fixé, c'est 2022 le schéma directeur d'assainissement des eaux usées, qui nous permettra donc à fin 2022, on espère, d'avoir un vrai plan de programmation des travaux sur la station d'épuration, avec une étude, cette fois-ci plus de maîtrise d'œuvre et de conception sur 2023, et des travaux qu'on espère attaquer fin 2023 et une grande majorité sur 2024 pour arriver à un réseau d'assainissement, une station d'épuration qui sera aux normes fin 2024, voire tout début 2025. C'est ce que j'avais évoqué déjà aussi en orientation budgétaire, en sachant que l'objectif c'est que si en 2026 derrière la compétence assainissement devait être reprise par la communauté de communes, on lègue lors du transfert de compétences une station qui soit parfaitement aux normes et un réseau d'assainissement qui soit le plus en règle possible. Ok. Ça, c'est le grand calendrier, mais c'est sûr qu'on y verra plus clair à la fin de l'étude du schéma directeur. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Donc, on vote le budget annexe assainissement. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, bien toujours M. Dupuy, le marché de travaux de voirie pour 2022. Alors, Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qu'il y a lieu de lancer un marché annuel de réfection de la voirie communale. Un dossier de consultation a été rédigé ou est en cours de rédaction par les techniciens municipaux qui suivront également l'exécution des marchés de travaux. Il s'agit d'un marché à procédure adaptée type MAPA. Le dossier de consultation de l'entreprise sera consultable en mairie. La consultation sera publiée sur la plateforme des marchés dématérialisés demat.ampa.fr et une publicité sera faite sur le journal d'annonce légale. Les travaux seront réalisés cette année, donc avant le 31 décembre 2022.
Donc, Monsieur le maire propose au conseil municipal de l'autoriser, après validation du dossier de constitution d'entreprise, à lancer la consultation et à relancer en cas d'infructuosité d'un ou plusieurs lots, à signer les marchés avenants qui seraient présents en cours d'exécution, ainsi que tous les documents y afférents. Est-ce que vous avez des questions? Alors, moi, juste une question, mais bon, c'est juste en rapport avec ça. On voit un état de détérioration sur les rues à Salis, là, notamment devant, il y a eu des accidents, je ne sais pas si vous êtes au courant de tout. Il y a un handicapé qui est tombé là devant l'épicerie d'ici, entre l'épicerie d'ici et la coiffeuse. On a des bordures pavées qui sont vraiment enfoncées. Il y a urgence à retaper ça. Je parle de ça parce que c'est en lien quelque part avec des travaux de voirie. Mais je pense que, je ne sais pas si vous avez identifié tous les problèmes qu'il y a à Salis par rapport à ça. Donc la personne handicapée, bon, elle ne veut pas en parler, elle s'en sort pas trop mal. Mais je pense que c'est quand même important. Moi, j'ai pris des photos, mais vous êtes sur place et vous avez les caméras, donc vous les voyez très bien. Je plaisante, c'est l'humour. Non, les caméras ne sont pas là, monsieur. Arrêtez de dire des bêtises, des mensonges même, parce que ça va vous porter tort, ce genre de choses. Soyez honnête avec ce que vous dites, monsieur Sainte-Cluc. Je pense que je suis quelqu'un d'honnête, ne me remettez pas ça en question, monsieur le maire. Devant le magasin d'ici, il y a les caméras n'y sont pas. Bon, ce que je veux dire par rapport à ça, il y a quand même à identifier, parce qu'on arrive en saison, on arrive surtout en saison, et je pense qu'il y a des points identifiés qui doivent être identifiés quand même assez urgemment, parce qu'il peut y avoir des incidents qui peuvent porter tort quand même à la commune. Alors, je vous rassure, effectivement, ce problème-là, des dalles qui bougent, secteur que vous avez identifié, on l'avait identifié aussi, et il fait partie du budget, alors on n'a pas évoqué dans le détail, mais le poste réseau de voirie 2151 du budget que l'on vient de signer, de valider en conseil municipal, qui porte à 357 660, il y a effectivement un sous-détail dans lequel cette reprise de ces pavés-là est bien identifiée, donc c'est prévu sur le budget de cette année. Ouais. Il y aura une intervention faite. On avait déjà fait une intervention du même type sur la place des voisins l'année dernière, on continuera cette année, et de toute façon ça fait partie de nos objectifs d'embellir et d'entretenir le centre-ville. Et ça fait partie de ces petites opérations. Régulièrement, on essaiera de remettre en état tous les pavés qui bougent. Ce qui serait bien, c'est qu'en attendant de mettre tout ça en état, peut-être une sécurisation des lieux. Avant que ça arrive. Hein. Cela, c'est déjà arrivé. Hein. Petite barrière qui permet justement en attendant, parce qu'allez voir. Franchement, il y a des pierres qui bougent un peu partout. Juste là, c'est un passage trottoir. Mais allez-y, monsieur le maire. Il y a 4-5 cm d'enfoncement de pavé. Non, mais moi je vous le dis après. Moi, je pense que ce serait bien d'avoir 1 million de sécurisation sur des postes comme ça. C'est mon point de vue. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point numéro 7. Désignation des membres siégeant au CA de l'association François Truffaut. Monsieur Bernard Morlas. Merci, monsieur le maire rappelle que par délibération du 16 juillet et 23 septembre 2020, 4 conseillers municipaux ont été désignés pour siéger au conseil d'administration de l'association François Truffaut qui exploite le cinéma. En l'occurrence, Manuela Chapka, Jean-Michel Honès, Karine Sariquet et Valérie Duplat-Jacob. Or, conformément au statut nouvellement modifié, il est proposé de désigner 2 membres titulaires et 2 membres suppléants. Les membres titulaires que l'on vous propose, Karine Sariquet et M. Jean-Michel Honès. Les membres suppléants, Manuela Chapka et Valérie Duplat-Jacob. Avez-vous des questions? Moi j'ai une question. Qui c'est qui a fait le choix? Ça se passe comment ça? C'est monsieur le maire qui a proposé à sa majorité de faire le choix. Les suppléants ont les suppléants automatiquement. Comment ça se passe? Je ne comprends pas. Le dernier, parce que Valérie Duplat-Jacob, je me la retrouve là, oui. En suppléant. Oui, elle était titulaire avant. Elle était titulaire. Aujourd'hui, on a décidé de mettre 2 titulaires élus majorité, et les autres sont suppléants. Donc on a un suppléant élu majorité, un suppléant élu de votre liste. Qui c'est qui a décidé? C'est vous ou c'est le conseil d'administration? C'est nous qui l'avons décidé. On vous fait une proposition, on va le voter. Oui, c'est une proposition. Je ne dis pas le contraire. Hein, on va le voter. C'est juste pour savoir comment ça se passait. Mais c'est écrit dessus, on vous fait une proposition. Il proposait de désigner 2 membres titulaires et 2 membres suppléants. C'est une proposition.
Juste pour compléter et sans jeter la pierre à personne, hein, bien sûr, mais en fait, tout simplement, le conseil d'administration a proposé que ce soit les personnes qui étaient les plus présentes, en l'occurrence Jean-Michel et moi, avions participé au plus grand nombre de réunions. C'est comme ça que ça s'est fait, en fait, tout simplement. Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait 4 titulaires, parce que ça a été discuté entre les 4. C'est pas le cas, ça a été décidé comme ça, et puis voilà. Oui, c'est le conseil d'administration qui décide. D'accord. Du cinéma. Du cinéma, hein. Oui, du cinéma, j'ai bien compris. Oui. N'hésitez pas ce qu'on ne vous dit pas. Hein. Avez-vous d'autres remarques? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point suivant, convention donc avec l'association François Truffaut pour l'exploitation du cinéma. Monsieur Jean-Michel Omnes. Monsieur le maire informe que l'association François Truffaut va prendre possession des locaux rénovés du cinéma Le Salès. Aussi, il convient d'établir une nouvelle convention. Le projet est joint en annexe. Monsieur le maire sollicite l'autorisation du conseil municipal pour l'autoriser à signer la convention proposée. Vous voulez dire la convention ou avez-vous des questions? Non. Vous pensez au vote? Sinon, que le cinéma est ouvert depuis le 6 avril. Ils sont très contents de la fréquentation. Ils espèrent, et ça va monter, ça devrait monter, notamment cet été, avec pas mal de curistes. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 9. Abonnement à Géo64 via la PGL. Monsieur Lalard. Merci, monsieur le maire. L'Agence publique de gestion locale propose une plateforme SIG, Système d'information géographique web, c'est-à-dire accessible par Internet, intitulée Géo64, mettant à disposition des collectivités un ensemble de couches d'informations, notamment un front topographique, le plan et la matrice cadastrale auto-aérienne, de fonctionnalités et de modules métiers, par exemple la gestion du cimetière, le plan d'adressage des voies, la gestion des réseaux humides. L'accès à cet outil serait fort utile aux services urbanisme et technique. Monsieur le maire indique qu'une participation supplémentaire correspondante serait appelée par l'agence selon les modalités décrites dans le règlement d'intervention de son service informatique. L'adhésion à ce service coûterait 1 287 € par an. Compte tenu de l'intérêt de ce projet pour la collectivité, monsieur le maire propose au conseil municipal d'utiliser ce nouvel outil. Y a-t-il des questions? Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point numéro 10. Convention avec la PGL pour assistance à maîtrise d'ouvrage, le schéma directeur d'assainissement. Monsieur Arnaud Dupuy. Alors, monsieur le maire rappelle à l'Assemblée le projet de lancement d'un schéma directeur d'assainissement. À cette fin, il propose de confier au service intercommunal voirie, réseau, aménagement de l'Agence publique de gestion locale la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'aider à passer et attribuer ce marché. Monsieur le maire précise que cette mission suppose la conclusion d'une convention avec l'Agence publique de gestion locale dont le projet est joint en annexe. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions concernant cette convention. Okay. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point numéro 11. Convention de mission d'accompagnement du maître d'ouvrage, le CAUE 64. Madame Karine Sariquet. Dans le cadre du programme Petite Ville de demain, la commune peut être accompagnée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Pyrénées-Atlantiques. En associant le CAUE, la commune pourrait bénéficier d'aide du Conseil départemental pour les études menées. Monsieur le maire propose donc de signer la convention proposée en annexe en précisant que les crédits sont prévus au budget de l'exercice. Avez-vous des questions? Oui, une petite. C'est une étude qui va être dans l'étude de Petite Ville dans le demain ou c'est une étude qui va se faire en parallèle de l'étude de Petite Ville pour demain? Alors, pour bénéficier
des subventions de Petite Ville de demain concernant les études, il faut être affilié au CAUE qui fait partie de Petite Ville de demain. Voilà. Donc c'est une étude. Si on ne signe pas de convention avec le CAUE, on ne pourra pas bénéficier c'est un élément qui rentre dans les lignes pour pouvoir bénéficier dans le cadre de Petite Ville de demain. Ça a quand même un coût. Ça a quand même un coût, ça. Non, en fait, juste si je peux me permettre, en fait, le CAUE il ne va pas réaliser lui-même une étude, il va plutôt superviser les études, et il a plutôt un œil de conseil et d'analyse des documents que l'on va lui produire, et effectivement, son avis est nécessaire pour pouvoir déclencher derrière les aides prévues dans Petite Ville de demain. C'est-à-dire que les aides financières qui sont allouées dans le cadre de Petite Ville de demain, on n'aide que des gens dont les projets sont validés par le CAUE. Donc ce n'est pas un coût supplémentaire, non. Si, c'est un coût, ça coûte 2800 € plus l'adhésion, quand même. Il y a qui est de 800 €, je crois. Non, 700 €. Ça ne coûte que l'adhésion, je crois. Non. Il y a 2800 € de... Et 700 il y a 2800 € de prestations. Et 700 € d'adhésion. Comme dans le cas de Petite Ville de demain, on a une adhésion à tarif réduit de 700 €. Donc ça coûtera 3500 €. Mais par rapport à l'expertise qu'ils vont nous amener lors des études et ainsi de suite, ça va... Et donc si je comprends bien, c'est pour surveiller, surveiller le bureau d'études qui fait l'étude. Non. Le CAUE, c'est une agence d'urbanisme qui a un regard global à l'échelle du département. Et en fait, le département, pour subventionner les projets, il souhaite avoir un œil justement que les projets s'harmonisent à l'échelle du département, que chacun ne porte pas des projets qui seraient complètement différents et que la politique un peu générale d'architecture et d'urbanisme à l'échelle du département soit cohérente. Donc, ils ont un peu missionné cet organisme pour avoir un œil sur tous les projets. Et en fait, tous les projets, pour que le département subventionne, il faut qu'il ait l'aval du CAUE. Oui, ça c'est intéressant pour aller chercher les subventions derrière, mais bon, je trouve le principe un peu... Bon, pas le choix. Mais le CAUE fait partie du programme. Le CAUE fait partie du programme Petite Ville de demain, donc on est obligé de passer par là si on veut rentrer tout dans le programme de Petite Ville de demain. C'est une harmonisation du territoire qui est portée par le programme Petite Ville de demain, dans lequel le CAUE est partie prenante, ainsi que la Banque des Territoires, plus d'autres partenaires que l'on a. Oui, mais ce que je trouve dommageable, c'est quand même une forme d'obligation. D'adhésion, enfin de prendre, d'adhésion. Oui. Et monsieur Salier, rassurez-vous, au départ j'étais un peu comme vous. Après, quand on m'a expliqué pourquoi, voilà. Ok, c'est tout. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point numéro 12, règlement intérieur et charte de bonne conduite des services périscolaires. Monsieur Philippe Prévost. Monsieur le maire rappelle que suite à la séance du 30 septembre 2021, qu'en concertation avec les parents d'élèves délégués, il a été convenu de rédiger un règlement intérieur et une charte de bonne conduite des services périscolaires. Le règlement et la charte sont proposés en annexe. Monsieur le maire propose de valider le règlement proposé. J'aurais juste, avant de vous demander si vous avez des questions, ajouter 2-3 petites choses, à savoir que la commission éducation était très attentive et très attachée à ce que ce règlement, cette charte de bonne conduite, soit rédigée dans le dialogue, et notamment le dialogue avec les parents d'élèves et avec les délégués des parents d'élèves. C'est ce qui a été fait. La commission éducation avait souhaité aussi qu'il y ait une dominante éducation et que le temps de restauration ne soit pas qu'un temps uniquement pour se nourrir, se détendre, de convivialité, mais que ça soit aussi un temps d'éducation et de découverte de l'équilibre alimentaire. On le retrouve là et c'est écrit, c'était important. Et notamment, c'est ce qui était la commission était très attentive à ça dans l'article 5, à savoir qu'en aucun cas les enfants ne pouvaient être privés de nourriture ou être forcés, bien évidemment. Et donc on retrouve un petit peu tout ça. Donc il y a eu des allers-retours, bien sûr, avec les parents, avec les services techniques, entre autres, pour pouvoir arriver à ce règlement intérieur, bien évidemment, des services périscolaires. Avez-vous des questions à poser? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point numéro 13.
Tarif d'occupation du domaine public, cirque et établissements similaires. Monsieur Minard, François. Merci, monsieur le maire. Tarif d'occupation du domaine public, cirque et établissements similaires. Monsieur le maire rappelle qu'en séance du 15 décembre 2021, le conseil municipal a voté les tarifs pour l'occupation du domaine public par les établissements de cirque. Donc, je vous rappelle, le cirque et établissements similaires, prix forfaitaire selon le lieu d'emplacement. La place du Baignode par semaine revenait à 84 € et Mosquero sur l'aire de pétanque par semaine 190 €. Il est proposé de modifier ces tarifs ainsi. Cirque et établissements similaires par jour, prix par jour, quel que soit le lieu de son emplacement, place du Baignode ou Mosqueros. Cirque ou établissement similaire de moins de 100 places, 25 €. Cirque ou établissement similaire de 100 à 250 places, 50 €. Cirque ou établissement similaire de plus de 250 places, 100 €. Cela correspond aux tarifs qui sont appliqués dans les communes avoisinantes, notamment sur Orthez, Hérorade ou les autres endroits. Avez-vous d'autres questions? Vous avez souhaité augmenter ces tarifs parce qu'il y avait des dégradations sûrement? Non. Oui, mais surtout de réparation. Oui, mais surtout une harmonisation par rapport aux villes avoisinantes. On ne voulait pas non plus, vu qu'on avait des tarifs assez bas, qui soient pénalisés lors de venues de cirque. Que les cirques préféraient venir à Salis que par exemple à Orthez. Pour vous donner le tarif d'Orthez, Orthez c'est un tarif unique, il ne se pose pas de questions sur le nombre de places, c'est 100 € par jour. On s'est rapproché de Morlas. Morlas, eux, ils ont 3 tarifs. On s'est rapproché de Jurançon qui n'avait pas de cirque, de Pérorade, donc de proximité. Hein. Ils sont inférieurs à 300 mètres carrés, 25 €. Au-delà, 127 € par jour. Au-delà de 300 mètres carrés. Donc, on a essayé de faire une moyenne basse pour qu'on reste quand même attractif, mais voilà ce qui se passe au niveau des communes avoisinantes, pour ne citer que Orthez et Pérorade. Oui. Monsieur Prévost. Oui, juste pour vous avoir représenté, monsieur le maire, à l'Assemblée générale de la pétanque, puisque parfois l'aire de pétanque, c'est écrit, hein, Mosqueros, peut être utilisé par les cirques ou autre chose. On sera vigilant à l'anticipation, parce que si effectivement le club de pétanque à un moment donné prévoit un championnat départemental, un championnat régional, un tournoi avec une date avancée, c'est vrai qu'il est important qu'il y ait une anticipation, et donc avec le président de la pétanque, il y a un dialogue qui sera fait bien sûr avec la mairie pour pouvoir anticiper les choses, hein, pour éviter ou le cirque soit gêné par la pétanque ou la pétanque par le cirque ou d'autres manifestations. Donc il y avait cette volonté aussi d'anticiper, hein, pour ne pas pénaliser les activités ou les championnats qui pourraient être mis en place. Oui. Avez-vous d'autres questions? Juste une information concernant les dégradations faites par le cirque. Les dégradations faites, et là je vais répondre à M. Benegui, qui ont été faites donc à l'aire en haut de Mosqueros. Les travaux vont être faits et c'est payé par le cirque. Et ainsi qu'à l'hôtel du Parc, les travaux ont été faits, puisque j'ai rencontré Mme Follin, qui avait signé un devis en janvier, et la société qui est venue le faire attendait qu'il fasse un peu plus beau pour pouvoir faire les travaux, et les travaux ont été effectués à l'hôtel du Parc. Voilà. Vous n'avez pas de questions autres? On peut passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Donc voilà. Je vous remercie. Personne n'a levé la main. Personne n'a levé la main. Tu le refais à l'envers, s'il te plaît. Oui, refais-le à l'envers. Tu le fais normalement, quoi. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Non. François, on ne fait pas le même. Oui, non, mais c'est... On est dans les choses réglementaires. Point 14. Mise à disposition des moyens municipaux dans le cadre des élections présidentielles et législatives. Madame Evelyne Récapé. Monsieur le maire rappelle que d'une manière générale, les communes ne peuvent mettre des moyens humains ou matériels à la disposition des candidats dans le cadre de leur campagne électorale. Cependant, pour le juge administratif, la mise à disposition d'une salle constitue l'une des rares exceptions à cette interdiction, sous condition. Le juge administratif estime que, compte tenu de la situation, il est nécessaire de mettre en place des moyens humains ou matériels à la disposition des candidats dans le cadre de leur campagne électorale. Cependant, pour le juge administratif, la mise à disposition d'une salle constitue l'une des rares exceptions à cette interdiction, sous condition.
Les communes peuvent mettre valablement une salle à disposition des candidats à condition de respecter strictement un principe d'égalité de traitement entre chacun. Côté tarification, l'égalité de traitement entre les candidats implique que la mise à disposition s'effectue selon les mêmes conditions financières pour chaque demandeur. Les conditions de demande de mise à disposition doivent obéir à une seule et même procédure, quel que soit le demandeur. Il n'est pas nécessaire d'estimer le coût de la mise à disposition pour le candidat et de le réintégrer dans son compte de campagne si la mise à disposition est gratuite. Dès lors, M. le maire propose de mettre gratuitement à disposition des candidats l'ensemble des salles communales, de mettre gratuitement à disposition le régisseur de la salle Jean Monnet lors de son utilisation par les candidats, que la demande soit adressée en mairie à l'attention de M. le maire par courrier ou courriel, accueil@salis-2-béarn.fr, au minimum 8 jours avant la date souhaitée. De plus, M. le maire rappelle que l'article L28 du Code électoral permet à tout électeur, tout candidat, tout parti ou groupement politique de prendre communication et copie de la liste électorale. Le demandeur doit toutefois s'engager à ne pas en faire de copie à usage purement commercial. C'est pourquoi la demande devra être faite par écrit et adressée à M. le maire, stipulant clairement un engagement du demandeur à n'en faire usage qu'à des fins de communication politique. À défaut, la demande sera refusée. M. le maire propose au conseil municipal d'approuver ces dispositions. Avez-vous des questions? Alors, juste une information, j'ai reçu à ce jour une demande d'un futur candidat pour la 3e. Il a réservé la salle le vendredi 10 juin. Voilà, pour les législatives. Ah oui, mais j'ai déjà reçu la demande, ça fait 10 jours. Avant les présidentielles. On peut passer au vote. Moi, je sais qu'il y en a un qui se présente. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Donc, point suivant, informations et questions diverses. Donc, nous avons eu des questions de M. Benegui. Donc, on va les traiter. Il y en a 5, donc les 3 de la dernière fois qui est arrivé en retard. Maintenant, donc, on a rajouté 2. On va les traiter dans l'ensemble. Première question, baptiser une salle. Monsieur le maire, aucun article de loi ne régit la dénomination des voies et lieux publics, voire d'une salle communale. Les usages en la matière sont uniquement définis par la jurisprudence. La dénomination d'une voie ou d'un bâtiment public communal relève de la compétence du conseil municipal et doit donc obligatoirement faire l'objet d'une délibération. Si le maire garde un droit de regard et le juge administratif un pouvoir de contrôle sur les dénominations, en règle générale, le nom choisi ne doit pas porter atteinte à l'image de la commune ni heurter la sensibilité des personnes et ne doit pas être de nature à provoquer un trouble à l'ordre public. Pour éviter ce type de polémique, nombre de collectivités choisissent la concertation et consultent la population d'une façon ou d'une autre en amont de la décision. Cette attitude vous semble-t-elle de bon sens, notamment dans tous les cas qui peuvent prêter à débat? Ainsi, que pensez-vous d'affichage extérieur de la salle Léon Bérard au pavillon Saleis? Alors oui, je suis tout à fait d'accord, M. Benegui, pour un débat en conseil municipal si on a une place, une salle à mettre un nom, il n'y a aucun problème, on en parlera en conseil municipal. Par contre, l'affichage de la salle Léon Bérard date de plusieurs mandats et il n'y a eu aucune remontée. Il est vrai que j'ai eu une remontée d'une personne qui m'a demandé, qui a été un peu outré le fait que ce soit Léon Bérard. Il y a quand même eu 3 maires qui sont passés avant moi, aucun n'a dit quoi que ce soit là-dessus, mais bon, je suis ouvert à toute discussion pour pouvoir voir ce lieu plus tard, s'il y a lieu de changer ce nom ou pas. Voilà. Première question. Deuxième question, politique municipale éco-responsable. Monsieur le maire, pouvez-vous nous confirmer qu'au sein des structures municipales, bâtiments, services, écoles, EHPAD, une politique des éco-gestes est appliquée, sobriété énergétique, numérique, impact environnemental? Si ce n'est pas encore le cas, envisagez-vous de l'appliquer pour servir d'exemple et de catalyseur auprès des Salisiens et Salisiennes qui le récupéreraient alors dans leur quotidien?
D'autre part, est-il envisagé d'inclure des dispositions sociétales, environnementales ou encore locales, type loi ESS, dans notre politique d'achat municipaux pour éviter, par exemple, l'achat récent de véhicules diesel? Monsieur Lalard, est-ce que vous pouvez répondre? Merci, Monsieur le maire. Pour répondre à votre question, je vous rappelle que lors de notre dernière commission environnement, où vous étiez présent, nous avons évoqué les problèmes et solutions envisagées pour essayer de permettre l'amélioration environnementale, tout au moins au niveau de notre commune. Mais je rajoute, nous tenons compte aussi de vos suggestions et nous les partageons en général. Concernant les structures municipales, nous avons travaillé sur les projets tels que la rotonde de Saint-Jean-Monnet, l'école de la Fontaine. Pour exemple, pour répondre à votre question, les sources lumineuses économes, isolation thermique renforcée, chauffage régulé, par centralisation, par informatique, par locaux ou salles, programmation des horaires en fonction des occupations et des congés. Notre régisseur est formé pour régler ces horaires en fonction des modifications. Pour les futurs projets, ces points sont dans nos premières réflexions et demandes auprès des concepteurs. Au sujet de la sobriété énergétique, afin de répondre à la réglementation dite de pollution lumineuse et surtout baisser les consommations, l'éclairage public est en première place sur le budget électrique de notre ville. Ce soir, nous avons donc voté une tranche de travaux de 120 000 € pour le remplacement des sources lumineuses. Actuellement, les sources sont généralement des sources de 250 watts, elles vont être remplacées par des LED de 60 watts. La globalité des travaux, en y ajoutant la remise aux normes des 50 armoires d'éclairage public, s'étalera sur 4 années. Subventions et aides du SDEPA prises en compte. Dans cette nouvelle conception, nous intégrons les systèmes permettant la diminution ou la coupure à certaines heures. Concernant la coupure, les réflexions sont en cours pour des coupures totales. À noter que certains axes routiers dépendent du département et nous n'avons pas la main, sauf le signaler pour accélérer les travaux. À titre général, l'ADEME confirme que l'économie sur la facture électrique d'une ville lorsqu'on remplace les sources lumineuses est de l'ordre de 36%, quelle que soit la taille de la commune. Concernant les éco-gestes, l'impact environnemental, nous y travaillons par différents moyens. Des plantations d'arbres, des plantations décoratives économes en eau, le respect de la propreté de la ville. Ces problèmes sont difficiles à gérer, parce que certaines sont de la compétence de la CCBG. L'eau est déjà aussi un problème planétaire, et de ce fait, à notre niveau modeste mais important, nous avons mis au budget l'achat d'une cuve de 10 000 litres afin de récupérer l'eau de pluie des toitures des services techniques pour permettre l'arrosage et le nettoyage des rues. Des marches citoyennes avec les écoles doivent permettre l'éveil de la population à ce problème qui nous concerne toutes et tous. Nous travaillons avec le conseil municipal des jeunes qui est sûrement le meilleur relais auprès de notre population. Enfin, nous travaillons aussi au niveau des cantines pour mettre en place des circuits courts permettant la mise en avant de nos produits locaux et régionaux et surtout de diminuer la pollution CO2 due au transport. Pour conclure sur ce sujet, nous travaillons aussi sur un projet solaire photovoltaïque pour notre commune, en accord avec l'ADEME et une société régionale de conception et réalisation de tels projets. Dès que ces travaux d'études seront plus avancés, nous vous tiendrons évidemment informés. J'ai reçu cela il y a 2 jours. Monsieur Vellegui. J'ai reçu cela il y a 2 jours. C'est un projet photovoltaïque de 2 hectares. Donc, dès que j'aurai plus d'informations, parce que c'est une préétude, nous en parlerons dans la commission environnement. Donc c'est au sol, ça serait au sol, hein. C'est pas en toiture, c'est au sol. 2 hectares, vous parlez de 2 hectares, c'est ça? Oui, évidemment. Donc c'est au sol, c'est un projet au sol. D'accord. Sur 2 hectares, on n'a pas fait. Non, mais voilà. Le dernier point que vous avez évoqué est la pollution numérique. Je ne sais si nous pouvons régler ce problème. Nous sommes tous à moins de vivre en ermite, dépendants de nos téléphones et de nos ordinateurs. Tout se règle par informatique, déclaration, consultation de dossiers personnels. Vous avez tous aussi entendu que des milliardaires, par exemple Amazon, envisagent la mise en orbite d'un nombre plus qu'important de satellites
permettant d'avoir la 5G sur toute la planète. Ce n'est pas pour autant que nous ne pouvons pas avoir un intime impact sur ce phénomène. Mais c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est en dehors de nos possibilités. Je conclue enfin sur la loi ESS du 31 juillet 2014, dite loi d'économie sociale et solidaire. Les structures ESS s'inscrivent dans les secteurs d'activité tels que associations coopératives, mutuelles, fondations, entreprises sociales à statut commercial et évidemment, conscients de la situation de certaines parties de notre population, nous soutiendrons ces actions comme nous le faisons pour les autres associations de notre ville. J'espère avoir répondu à vos interrogations et évidemment, nous continuerons à y travailler en commission avec votre rapport. Merci. Troisième question, Ville à vélo, Madame Karine Sariquet. Pardon, je n'ai pas lu la question, excusez-moi. Salis a reçu le second niveau de labellisation de Ville à vélo du Tour de France pour symboliser une politique de promotion du vélo structurée. Pourriez-vous détailler cette politique ? Pourriez-vous préciser les critères principaux mis en avant dans les 4 sections du dossier de candidature de 2021 et quid de 2022 ? En préambule, je vais vous rappeler quelques éléments d'information générale sur le label. Porté par ASO, Amaury Sport Organisation, le label Ville à vélo du Tour de France a pour objet d'encourager toutes les initiatives qui sont prises par les communes en faveur de la bicyclette au quotidien. Le dispositif est gratuit, je le précise, on ne paye pas pour en bénéficier, et il est réalisé en appui d'un dossier de candidature formalisé avec des critères précis d'évaluation. Ces critères sont mis en perspective de la taille des communes. 2021 correspond en fait à l'année d'obtention du label. Il reste acquis sur les années suivantes. On peut cependant faire une nouvelle demande dès lors que l'on souhaite mettre en avant de nouvelles avancées et qui serait à même de faire augmenter de niveau. La composition également, pour rappel, du jury du label Ville à vélo du Tour de France 2021 était la suivante. Il était composé de Marion Rousse, championne de France sur route 2012, d'Émilie Defay, journaliste spécialiste des mobilités de France Bleu Paris, de Karine Bozaki, qui est la responsable du label, du président de la Fédération des usagers de la bicyclette, du maire de Chambly, qui est président du groupe de travail sport de l'Association des maires de France, et enfin de Christian Prudhomme, que vous connaissez tous. Alors, le dossier de candidature lui-même comportait une 50aine de pages. Je ne vais pas vous les lire. Je vais vous rendre les conclusions qui ont été. Je vais vous rapporter les conclusions de l'évaluation qui ont été réalisées par le jury et les instances du label. Parmi les points majeurs de la politique cyclable relevée sont l'existence de la zone de rencontre, des opérations originales de type samedi piéton, la mobilisation des acteurs locaux. Je prends pour exemple l'Office de tourisme et son triporteur, la dynamique du club de vélo local, la disponibilité d'un service de location de vélo. Également a été relevée la vision intégrée et transversale de la mobilité cyclable sur le territoire, au niveau communal avec la prise en compte dans les projets d'aménagement de la dimension vélo et mobilité douce, mais aussi en partenariat avec la communauté de communes, le Pays de Béarn, le département. Et là, je fais référence notamment au travail qui est en cours sur le PLR et le cheminement multimodal, ou sur les études sur les mobilités à l'échelle du Béarn. Également, comme point positif, l'existence de la voie verte et de la V81. Ont été également relevées des pistes d'amélioration, bien sûr, pour la commune, que je vous livre. Il s'agirait de construire des pistes en site propre sur les voies départementales pour relier les zones résidentielles à la zone de rencontre. Également de trouver des solutions créatives au défi de la multimodalité, avec une gare la plus proche qui se trouve à 8 km, en l'occurrence à Puyot. Cette année, les investissements directs vont porter sur le remplacement et ou la création de stationnements vélos, ainsi que sur du marquage au sol. De manière indirecte, des investissements seront intégrés également aux travaux de réaménagement du jardin public, du parking Raner, et plus largement aux travaux à venir dans le cadre de Petites Villes de demain.
Merci. Donc, quatrième question, ça concerne la circulation de la rue Coapé. Pouvez-vous nous informer de ce qui est prévu pour cette rue Coapé, rétablissement de circulation, rue piétonne? Monsieur Dupoy. Alors effectivement, sur la rue Coapé, on avait aussi évoqué en commission travaux plusieurs fois, et donc il avait été dit qu'effectivement la rue Coapé comme la rue du Sanglier seront toutes les deux rendues piétonnes, sachant que les bornes qui doivent être mises en place le seront ces jours-ci. On a reçu la demande de l'entreprise pour prendre les arrêtés municipaux pour barrer la circulation et pour pouvoir intervenir. Donc ça va être fait ces jours-ci. Sachant que ce sont des bornes amovibles, c'est-à-dire que c'est des bornes qu'on pourra démonter pour des occasions particulières, type manifestation, fête, s'il y a besoin de sécurité, on pourra toujours intervenir sur ces secteurs-là. Mais la circulation sera fermée, les voies seront fermées à la circulation des voitures.